Donc vous êtes une banque au début des années 1900 et vous voulez gagner plus d'argent. Votre plus gros pourvoyeur de bénéfices, ça a toujours été les crédits, les prêts hypothécaires. Les gens empruntant de l'argent pour acheter une maison. Est-ce que les gens ont besoin d'acheter une maison? Non, mais les banques avaient besoin de trouver quelque chose à vendre avec une somme si importante qui va générer énormément d'intérêt sur plusieurs années. Donc quand on regarde, on ne peut pas vendre une voiture à 300 000 euros à tous les Américains ou tous les Européens ou tous les Occidentaux, etc. Il faut trouver quelque chose qui coûte en moyenne entre 200 et 400 000 euros, quelque chose qui va pouvoir être remboursé sur le long terme, quelque chose dont ils ont, entre guillemets, besoin et qui va générer énormément d'intérêt, donc énormément de bénéfices. Donc le fait de devenir propriétaire, ça n'a pas été quelque chose qui provenait de la masse populaire. Non, c'est les banques qui ont dit, si vous voulez réussir votre vie, vous devez être propriétaire d'une maison. Et indirectement, qu'est-ce qu'ils ont également mis dans le cerveau des citoyens? Si vous voulez réussir votre vie, il faut avoir un bon diplôme. Comment est-ce qu'on a un bon diplôme? En faisant un crédit pour s'endetter, pour aller dans une grande école à plus de 30 000 ou 40 000 euros les 5 années. Donc, acheter une maison à cette époque-là, aux années 1900, c'était réservé à la classe supérieure, même avec un prêt. Parce qu'aujourd'hui, même quelqu'un au SMIC peut s'endetter pour devenir propriétaire. Non. À l'époque, dans les années 1900, c'était uniquement les personnes qui étaient aisées qui pouvaient demander un prêt hypothécaire. Et si vous commencez à regarder l'histoire des années 1800, il y a des récits ou des histoires sur le gouvernement qui distribue des terres gratuitement aux États-Unis. Mais en réalité, c'était un privilège. Il n'y avait pas tout le monde qui pouvait posséder sa propre maison. Ce n'était pas quelque chose pour le commun des mortels. Et même les prêts hypothécaires à cette époque-là, ils étaient assez mauvais. Donc vous deviez verser un acompte de 50% et après vous proposez un prêt que pour 5 ans. Si quelqu'un voulait acheter une maison de 100 000 $, il devait payer 50 000 $ en cash et ensuite effectuer des paiements d'intérêt pendant 5 ans. Et à la fin de ces 5 ans, il devait payer les 50 000 $ restants en une seule fois. À la fin, c'était essentiellement un moyen alambiqué de diviser le paiement en deux tout en payant les intérêts de la banque. Donc si vous comprenez bien, c'était toujours hors de portée pour la personne moyenne. Donc en tant que banque, si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez rendre ces prêts hypothécaires le plus accessible possible au commun des mortels. Donc maintenant, actuellement, votre clientèle, elle représente même pas 1% de la population. Donc qu'est-ce que vous voulez faire si vous voulez gagner plus d'argent? Vous allez agrandir votre clientèle et vous allez chercher tout le reste en dehors des 1% qui étaient clients chez vous. Je ne sais pas, disons que vous allez vous focaliser sur les 50% de la population. Et que va-t-il se passer si vous arrivez à convaincre 50% de la population de s'endetter pour devenir propriétaire, entre guillemets? Je vais plutôt employer le terme pour devenir endetté jusqu'à la fin du crédit et ensuite, après l'avoir soldé, devenir propriétaire. Que va-t-il se passer? Vous allez être noyé sous une quantité incroyable d'intérêts. Et maintenant, regardez autour de vous. Aujourd'hui, la plupart des gens sont endettés envers les banques pour le reste de leur vie. Pour le reste de leur vie. Des esclaves bancaires, des esclaves de la banque. Il y en a même qui ont peur d'utiliser leur carte bancaire parce qu'ils ont peur que leur banquier voit les transactions et que s'il y a trop de transactions, leur score bancaire va baisser. Et aujourd'hui, il y a plusieurs lois qui sont en train de sortir et je pense même que la plupart des gens qui ont un prêt hypothécaire en ce moment ne vont jamais posséder leur maison. Ils ne vont jamais rembourser leurs prêts hypothécaires et ils vont mourir encore endettés. Et quand ils vont mourir, ils transmettront simplement leur dette à leurs enfants. Ça s'appelle le rêve américain, devenir propriétaire. Et ils l'ont fait. Ils ont réussi le rêve américain. Le rêve de tout papa, le rêve de toute famille, être propriétaire, avoir sa propre maison. C'est en 1933 que l'Amérique est en pleine dépression et le gouvernement il essaie désespérément de trouver un moyen de redresser l'économie qu'intervient le New Deal du président Roosevelt. Le New Deal, il était censé stimuler l'économie et promouvoir la consommation. Et la partie du New Deal, c'était la création d'une nouvelle agence qui s'appelait l'Administration fédérale du logement, ou la FHA. Le rôle de la FHA, c'était d'encourager davantage des personnes à acheter des maisons. Et regardez comment ces personnes-là sont vicieuses. À votre avis, pourquoi le gouvernement insistait autant et encourageait autant les gens à acheter plus de maisons? Parce que lorsque vous possédez des biens comme une maison, vous avez tendance à travailler plus dur, à être plus productif. Lorsque vous ne possédez pas de propriété, comme dans le communisme, vous avez tendance à ne pas vouloir travailler. Donc, pour encourager la propriété immobilière, la FHA, cette nouvelle agence fédérale, a créé les tout premiers prêts immobiliers garantis par le gouvernement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Si quelqu'un ne pouvait pas se permettre de continuer à payer son prêt hypothécaire, vous, en tant que banquier, réclamiez cet argent au gouvernement. Et ça semblait être une idée de génie à l'époque. Les banques, elles distribuaient plus de prêts hypothécaires, donc les gens posséderaient plus de maisons. Mais comme dit Charlie Muddler, montre-moi l'incitation et je te montrerai le résultat. L'assurance hypothécaire de la FHA a changé la donne pour les banques car vous n'aviez plus à vous inquiéter de la défaillance.
Vous pouvez simplement distribuer librement plus de prêts aux pauvres et ainsi sont nés les prêts hypothécaires de 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, ça va même jusqu'à 30 ans. Ces prêts, ils étaient très différents. Au lieu de diviser le paiement en deux et de faire des paiements d'intérêt pendant 5 ans, ces nouveaux prêts hypothécaires, ils ressemblaient beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui. Ils faisaient un petit peu plus au niveau de l'apport, comme par exemple 20%. Et à partir de là, au lieu d'avoir une grosse somme à payer à la fin, ils devaient simplement faire des paiements mensuels pour les 15 prochaines années, où chaque mois, ils remboursaient une partie du capital et une partie des intérêts, mais en même temps. Et dans l'ancien système de prêt hypothécaire de 5 ans, pour une maison par exemple de 10 000 $ à un taux d'intérêt de 6%, vous auriez besoin d'un acompte de 5 000 $ et vous paierez 25 $ par mois en paiement d'intérêt pendant 5 ans. Puis à la fin des 5 ans, vous seriez frappé par cet autre paiement de 5 000 $, mais avec ce nouveau prêt hypothécaire de 10 ans, pour la même maison, au même taux d'intérêt, vous n'auriez besoin que de verser 2 000 $ au départ, beaucoup plus accessible, et ensuite, vous ne paierez que 88 $ chaque mois pendant les 10 prochaines années. Et à la fin des 10 ans, c'est tout. Vous ne seriez pas frappé par un paiement géant à la fin de 50%. Donc tout ce que les gens ordinaires avaient à faire, c'était de payer un maigre 88 $ chaque mois pendant 10 ans et la maison serait à eux. Encore beaucoup plus gérable. Et pour les paysans qui ne pouvaient même pas se permettre 88 $ par mois, vous aviez un plan pour eux également, le prêt hypothécaire de 15 ans. Puis ça se rapproche quand même de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui réduirait les paiements mensuels à seulement 67 $ par mois. C'était un génie. Tout à coup, ce n'était pas seulement les riches de la classe supérieure qui pouvaient se permettre de contracter des prêts hypothécaires, mais aussi la classe moyenne supérieure, les CSP+. Vous venez de débloquer un tout nouveau segment de la population. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Vous avez permis à plus de gens d'acheter une maison, mais en même temps, avec plus de demandes introduites parce qu'il y avait simplement plus de gens capables d'acheter des maisons, qu'est-ce qu'il se passe? L'offre et la demande, le prix de la maison a augmenté. Les prix des maisons ont augmenté de plus en plus, ce qui va introduire un plus gros problème. Les gens ne pouvaient même plus se permettre les prêts hypothécaires de 15 ans à cause du prix de l'immobilier. Donc qu'est-ce que la banque a réalisé? Retour à la case départ. Un seul choix à faire, introduire sur le marché le prêt hypothécaire de 30 ans. Le prêt hypothécaire de 30 ans allait changer à jamais l'industrie immobilière. Avec 30 ans pour rembourser les prêts de cette même maison de 10 000 $ à un taux d'intérêt de 6%, les gens n'auraient à payer que 47 $ par mois contre 67 $ pour le prêt hypothécaire de 15 ans. Et ça, c'était irrésistible pour les masses. Mais voici la chose, le diable est dans les détails. En surface, ces petits paiements mensuels, ils semblaient être une bonne affaire. Mais si vous examinez réellement les chiffres, un prêt de 30 ans, en réalité, c'est une affaire qui est horrible. Et tout ça repose sur un terme sophistiqué qui s'appelle l'amortissement. Qui a compris ici qu'on devait faire des comptes de résultats quand on était en cours de gestion pour ceux qui sont allés à l'école? Vous avez vu comment c'était compliqué? Est-ce que vous vous rappelez du calcul de l'amortissement? Est-ce que vous vous rappelez des charges, etc.? On ne dirait pas que c'était fait exprès pour nous embrouiller, pour qu'on ne puisse ne pas comprendre? Et c'était exactement ça. Ils ont voulu intentionnellement nous embrouiller. Mais tout ça signifie simplement que la plupart des paiements mensuels vont vers le remboursement des intérêts au début de votre prêt hypothécaire au lieu de rembourser réellement le capital. Et ça a des conséquences très graves parce que ça concerne spécifiquement des prêts hypothécaires de 30 ans. Les 10 premières années de l'amortissement d'un prêt hypothécaire, la grande majorité de ce que vous payez chaque mois va en fait vers les intérêts. Les prêts de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont généralement amortis. Mais si vous regardez le tableau d'amortissement d'un prêt de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ils sont pas mauvais. Je veux dire que vous ne payez pas beaucoup d'intérêts, même sur le départ sur un prêt hypothécaire de 10 ans. Et en réalité, la grande majorité de ce que vous payez sur votre paiement mensuel, ça va être un paiement du capital. Il y a très peu d'intérêts. Le problème avec le prêt hypothécaire de 30 ans, c'est que maintenant, vous avez permis au temps de faire cuire les intérêts plus longtemps. C'est l'intérêt composé qui joue contre vous en tant que propriétaire. Donc, avec l'amortissement de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, l'intérêt, il n'est pas mauvais. Vous ne payez pas beaucoup, même si le taux il est de 5 ou 6%. Mais si vous payez les mêmes 5 ou 6% sur 30 ans, c'est complètement différent. Si vous empruntez par exemple à 5% sur 10 ans, vous allez payer uniquement 2 500 € d'intérêt en moyenne. Mais si vous empruntez 10 000 € sur 30 ans, c'est presque 10 000 € d'intérêt que vous allez payer en moyenne. Vous vous rendez compte, c'est le double. Donc là, on parle de maisons à 10 000 $ parce que c'était le prix d'une maison à l'époque. Aujourd'hui, les maisons, c'est 300 400 000 €. Si vous faites sur 10 ans, donc ok, d'accord, vous allez peut-être payer 20% du coût total de la maison. Mais si vous vous endettez sur 30 ans, vous allez payer exactement la même chose. Donc si la maison elle coûte 350 000 €, vous allez payer 350 000 €. On parle juste des intérêts, on ne parle même pas des frais annexes. Et c'est là que réside le problème. La plupart des gens ne le comprennent pas, ne savent pas calculer, ne savent pas lire entre les lignes. Un simple pourcentage ne savent pas le calculer. Et 90% d'entre vous
ne savez pas que si vous avez acheté une maison, par exemple, ou un appartement à 300 000 euros, lors des 2 dernières années, vous allez payer plus de 300 000 euros d'intérêt. C'est-à-dire que pour habiter dans le 94, ton appartement ou ta maison t'aura coûté au total au minimum 600 000 euros. La plupart des gens choisissent souvent des gains à court terme, des économies à court terme, et ils sacrifient des gains à long terme, ce qui est considéré comme ayant un coût d'opportunité beaucoup plus élevé. C'était génial pour la plupart des gens, pour la plupart des Américains. La seule chose qui importait vraiment, c'était savoir s'ils allaient effectuer les paiements mensuels. Personne ne se souciait du fait que à la fin, tu vas payer x2. Tout le monde s'en beurre de ça. Tout le monde s'en beurre de savoir que la maison qui coûte 10 000 $, à la fin, sur 30 ans, elle va te coûter 20 000 $. Tout le monde n'en a rien à cirer. Et aujourd'hui, en France, c'est exactement la même chose. En 2024, les gens n'en ont rien à cirer. Ils veulent simplement être propriétaires pour dire oui, effectivement, oui. Avec ma femme, nous avons pris un petit pavillon dans le 94. J'ai fait une super affaire. J'ai négocié le taux à 4,8%. Oui, à la fin des 30 ans, nous allons payer cette maison-là qui coûte 300 000 euros initialement, plus de 600 000 euros, mais bon, on n'a pas encore calculé la taxe foncière, etc. C'est une très très belle affaire. Au moins, nous sommes propriétaires, nous avons réussi notre vie et nous pourrons laisser quelque chose à nos enfants. Eh bien, félicitations, mon ami. Tu es devenu un pro. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler le marketing. Donc, on a réussi à mettre dans le cerveau des gens que c'est obligatoire d'avoir une maison. Maintenant, quel type de maison? Quel type de maison? Quel matériau? Quel style? Quelle couleur? Comment est-ce qu'on peut être dans le move? Comment est-ce qu'on peut avoir une maison qui va pouvoir se revendre tranquillement dans 10 ans? Parce que le but, c'était également ça. Quand la personne a terminé de payer son crédit, peut-être que finalement, elle va décider de la vendre pour essayer de prendre quelque chose de plus grand. Parce qu'en 10 ans, il y a énormément de choses qui se passent. Peut-être que son travail, il a évolué, elle gagne plus d'argent. Peut-être que sa famille, elle s'est agrandie. Peut-être qu'il a eu des enfants. Donc maintenant, il faut changer de maison. Il va mettre sa maison en vente. Il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir faire un autre crédit immobilier sur 10 ans ou 15 ans ou même 30 ans et rebelote. Et lui, quand il va vouloir acheter sa nouvelle maison, il va également refaire un crédit immobilier comme il a fait pour la première maison. Donc c'est un cercle sans fin. Donc dans l'esprit des banques, il faut trouver des arguments marketing. Il faut faire une étude de marché sur ce que les gens veulent. Quel type de matériaux qui vont tenir sur la durée? Quelle couleur va tenir sur la durée? Quel type de maison va continuer à charmer les Américains? Des pleins pieds, des 2 pièces, des 3 pièces, un étage ou 2 étages, des duplex ou pas, des maisons dans des quartiers résidentiels, des appartements de 10 étages et chaque étage possède peut-être 7 ou 8 appartements par exemple. Qu'est-ce que veulent les Américains? Il a fallu trouver des arguments pour répondre à la problématique que chaque Américain croit avoir. Parce que le problème n'existe pas. Être locataire, ce n'est pas une honte. Donc là, le problème que les Américains avaient, c'était comment est-ce que je vais faire pour devenir propriétaire? Ils ont réussi à mettre dans le cerveau des êtres humains que c'était obligatoire maintenant de devenir propriétaire. Donc il y a une problématique qui a été créée. Et eux, bien évidemment, ils ont trouvé la solution. Ils créent le problème et ils proposent la solution. Au départ, vous aviez besoin que chaque Américain croie que leur plus grande réalisation, le succès ultime, c'était de posséder une maison. Vous vous êtes assuré que posséder une maison, ça devenait aussi important que d'obtenir un diplôme universitaire. Que personne ne pouvait prétendre être un succès dans la société sans posséder sa propre maison. Personne ne pouvait imaginer fonder une famille sans contracter de prêt hypothécaire et s'installer. C'était la folie des grandeurs et tout le monde est tombé dedans. Chaque fois qu'un pigeon entrait dans une banque avec tout cet espoir et tout cet optimisme dans les yeux, vous saviez qu'ils allaient vous enrichir en tant que banquier. Et là, il y en a certains qui peuvent me donner cet argument-là. Il y a peut-être des personnes qui me disent, est-ce que c'est pas bien si les gens finissent par rembourser leur prêt hypothécaire? Je veux dire, en gros, si ils ne pouvaient pas se permettre d'être propriétaires et que maintenant ils arrivent à être propriétaires sur 10 ans ou 15 ans par exemple, c'est pas une bonne chose. Ça devrait être pas mal, du coup tu devrais être content, etc. Je peux entendre cet argument-là. Mais la chose que vous ne savez pas, c'était que les prêts hypothécaires de 30 ans, ils n'étaient jamais censés être remboursés à l'époque. Les prêts hypothécaires, c'est comme un casino. Certaines personnes finiront par rembourser le prêt hypothécaire et être libres de dettes, mais la majorité des gens perdront. Donc c'est comme au casino. La maison gagne toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Je viens d'acheter une maison. Je vis dedans, j'aime ma vie, j'ai un barbecue, j'ai un chien, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, mais j'ai que 2 chambres dans ma maison. Eh ben mince, j'aurais besoin de 2 chambres supplémentaires pour pouvoir loger tous les membres de ma famille, allez, une chambre d'amis, etc. Donc je décide de vendre ma maison. Je la mets en vente. Je la vends. Félicitations. Et je finis par déménager dans une maison beaucoup plus grande. Donc mon salaire n'a pas bougé, j'ai beaucoup plus de charges. Je ne peux pas faire comme avant, m'endetter sur 10 ans, non. Là, j'ai vu qu'on pouvait s'endetter sur 30 ans, donc je vais m'endetter sur 30 ans. Donc je décide de m'endetter, j'emménage et je prends mon tableau d'amortissement et je regarde de la première année à la 7e année sur un tableau d'amortissement de 30 ans. Je vois que je n'ai pas remboursé le fonds propre. En gros, je n'ai pas remboursé la maison. J'ai simplement remboursé une partie des intérêts de la banque. Donc la grande majorité des intérêts que vous allez payer dans un prêt hypothécaire de 30 ans,
ils vont être payés au début de la période entre 5 à 10 ans. Donc, lorsque vous choisissez d'emménager dans une nouvelle maison, d'obtenir un tout nouveau prêt hypothécaire, ce que vous avez réellement fait, c'est que vous n'avez pas fait de progrès, que vous n'avez pas beaucoup avancé en termes de rapprochement, en termes de remboursement de votre prêt hypothécaire, en termes de constitution du patrimoine. Au moment où vous choisissez de vendre et de déménager dans une nouvelle maison, vous vous retrouvez à recommencer à zéro, où la prochaine période de 7 à 10 ans sera maintenant consacrée au paiement des intérêts. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous endettez davantage. Donc ce cercle vicieux dans lequel se trouvent la plupart des gens aujourd'hui, parce que oui, c'est un cercle vicieux, aujourd'hui on est censé être mobile. Les jours où on restait travailler pour une entreprise 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans l'objectif d'avoir une retraite et de vivre paisiblement, c'est terminé, c'est fini. Cette époque-là, elle est révolue. Les gens sont mobiles aujourd'hui, ils déménagent plus fréquemment, ils changent d'emploi plus fréquemment. L'adulte moyen aujourd'hui change 11 fois d'emploi au cours de sa carrière, ce qui est beaucoup. Et les chances qu'on ait à déménager ou qu'on soit relocalisé dans une autre ville ou dans un autre endroit ou dans un autre pays, elles sont élevées aujourd'hui. Donc on peut s'attendre que la plupart des adultes américains, par exemple aux États-Unis, se retrouvent à avoir 3, 4, 5 prêts hypothécaires pour leur résidence personnelle et à chaque fois qu'ils obtiennent un nouveau prêt, ils vont recycler, ils vont réinitialiser l'horloge d'amortissement de 30 ans. Donc au moment où ils vont arriver à 50 ans ou 60 ans, ils auront toujours 30 ans à rembourser. Donc oui, vous pouvez avoir un taux d'intérêt bas de 2 ou 3%, 4% historiquement. Mais à quoi bon si vous devez répéter cette période d'intérêt au bout des 7 à 10 ans encore et encore et encore, littéralement peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois tout au long de votre vie. Et c'est là que se trouve le piège. C'est pourquoi je conseille aux gens de vraiment prêter attention à ça, même si les taux d'intérêt, ils peuvent être de 2, 3, 4, 5%. Donc fondamentalement, tout ce système, il s'est transformé en quelque chose où l'Américain moyen, il est essentiellement devenu comme un serviteur de la banque, où une grande partie de leurs revenus pour le reste de leur vie est strictement consacré au remboursement des intérêts et personne ne s'en vraiment compte. Et ça, les banques, elles l'ont compris. Avant, les intérêts, ils étaient de 15, 16, 17, 18%. Comment est-ce que les banques, elles se sont retrouvées à mettre des taux à 1, 2, 3, 4, 5%? Si les banques sont autant rentables aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont découvert que les propriétaires américains, ils déménagent 5 fois dans leur vie. Alors qu'il y a 100 ans, ils déménageaient seulement une fois. Alors maintenant, on va embaucher des personnes qui sortent des grandes écoles du MIT ou de Harvard. On va leur payer des milliards de dollars pour qu'ils fassent des calculs entre le risque et la récompense. Et on va voir si c'est plus rentable de faire telle manière ou telle manière. Donc ils peuvent donner un taux d'intérêt de 3%. Mais en réalité, s'ils obtiennent par exemple 3 ou 4 crédits dans une vie, et que la plupart de ce qu'ils vont faire, c'est de payer juste des intérêts. Donc c'est quoi le plus intéressant pour eux? Proposer un crédit à 9% mais pour une petite durée, ou proposer un crédit à 3%, mais vous êtes sûr que 70% des gens vont le payer jusqu'à la fin de leur vie. Il y a même des personnes qui choisissent, au lieu de s'endetter sur 10 ans, de s'endetter sur 30 ans, pensant pouvoir faire une bonne affaire. Ils ont un taux soit sur 10 ans ou soit sur 30 ans, mais la mensualité sur 30 ans, elle est beaucoup moins élevée. On va plutôt prendre comme exemple 25 ans, parce qu'en Europe, je crois que c'est 25 ans le grand maximum. Si vous voulez vous endetter, par exemple, de 200 000 euros sur 25 ans, ça représentera en moyenne 1100 euros par mois. Par contre, si vous voulez vous endetter sur 10 ans pour la même somme, 200 000 euros, ça représente environ 2100 euros par mois. Vous vous rendez compte? Donc en gros, il y a 50% d'échéance en moins à régler. Donc au taux actuel, si vous empruntez 200 000 euros sur 25 ans, il y aura en moyenne 140 000 euros d'intérêt au total. Alors que si vous empruntez sur 10 ans, pour la même somme, 200 000 euros, vous aurez en moyenne 47 000 euros d'intérêt au total. Vous vous rendez compte, ça a été divisé par 3. Donc encore une fois, le taux, ce n'est pas un jeu auquel vous devriez jouer. Le taux, il est là, c'est un levier, c'est un mécanisme que les banques elles peuvent utiliser comme un outil marketing, mais en aucun cas, vous pourrez économiser de l'argent ou gagner de l'argent parce que vous avez décidé de vous endetter sur plus longtemps. Donc ne jouez pas à ce jeu avec eux parce que c'est ce que les banques veulent. Dès que vous jouez à ce jeu, dès que vous suivez les règles de la banque, vous avez perdu. Parce que les banques ont créé ce monde que pour leurs bénéfices et que pour leurs profits. Les paiements hypothécaires représentent 30% du revenu moyen des ménages. 30%, vous savez ce que ça signifie? Parce qu'ils vont rembourser leurs prêts hypothécaires pour le reste de leur vie. Vous avez réussi à duper le public pour qu'il consacre un tiers de sa vie à travailler pour vous, un tiers de sa vie comme un véritable serviteur. Et quand le serviteur meurt, c'est l'enfant qui devient le prochain serviteur. Il y a une grosse partie que j'aimerais développer, mais malheureusement, j'ai pas envie que la vidéo fasse plus de 1 heure. C'est le refinancement. Je pense qu'on va faire une autre vidéo prochainement. On va parler uniquement du refinancement parce que c'est également un gros scam. Donc, on verra ça dans une autre vidéo. Moi, ce que je vous demande maintenant, la chose la plus importante à faire, c'est vraiment de comprendre comment le système il fonctionne et comment le jeu il est joué et quelles sont les règles du jeu. Vous pouvez rapidement comprendre comment gagner. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, et je ne parle pas seulement des prix hypothécaires, je parle d'argent en général et comment faire fructifier son argent en général.
La plupart des gens ne savent pas comment jouer au jeu de l'argent. Ils jouent à un jeu qui leur est proposé, ils ne connaissent pas d'autres moyens de jouer. La plupart des gens disent « Oh, je pense que travailler 40 ans, mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent dans des obligations, dans des actions, etc. ou dans de la crypto, ou ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Mais malheureusement, c'est des personnes qui ne savent pas comment faire. En gros, ils investissent uniquement dans des choses qu'ils ne contrôlent pas. Et ça, c'est le jeu de la plupart des propriétaires aujourd'hui, de la plupart des gens. En gros, ils ne savent pas comment se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils veulent évoluer, donc ils se lancent dans l'immobilier. Le but, c'est d'être propriétaire, donc on en a déjà parlé dans cette vidéo-là. Et quand tu leur poses des questions, ça t'est revenu combien au niveau des intérêts, etc. Ils prennent par exemple le contrat, ils ont eu un taux à 4%, donc ils calculent. Donc si par exemple, pour faciliter l'exercice, ils ont pris une maison à 100 000 euros à 4%, pour eux, en fait, dans leur tête, ils ont payé que 4 000 euros d'intérêt sur 20 ans. Des débiles. Donc la plupart des gens veulent gagner de l'argent sans rien faire et pensent que ce qu'ils font, c'est une bonne chose. Et pour eux, travailler, essayer de créer de la valeur, pour eux, c'est impossible parce qu'ils n'ont pas de compétences. Donc la seule chose qu'il leur reste pour faire comme tout le monde, c'est de se lancer dans l'immobilier. Donc c'est de ne pas devenir propriétaire. C'est de devenir endetté pendant 20 ans, 25 ans et ensuite à la fin, oui, devenir propriétaire. Mais pendant 25 ans, tu as été esclave. Pendant 25 ans, tu n'as pas pu bouger. Pendant 25 ans, tu n'as pas pu saisir des opportunités à l'étranger. Pendant 25 ans, tu avais toujours la boule au ventre de perdre ton travail. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a énormément d'opportunités. Il y a des choses dans le passif, il y a des choses dans la vente directe, dans la vente indirecte. Mais je pense qu'il faudrait vraiment essayer de comprendre que si vous voulez une indépendance financière, il faudra vous orienter vers des choses que vous pouvez contrôler. Il y en a qui s'endettent sur 25 ans pour pouvoir mettre le bien en location, etc., pour pouvoir gagner à la fin 200 euros par mois de bénéfices, entre guillemets. Tu peux acheter une Clio 5 à 20 000 euros neuve et la mettre en location et dégager 1 000 euros de profit par mois. Donc chacun a sa vision en réalité du bénéfice. Il y en a qui voient long terme et qui veulent rien foutre. On est en 2024 et je doute que la plupart des personnes qui s'endettent aujourd'hui finiront par être propriétaires à la fin. On verra ce que l'avenir nous dira. En ce moment, ils sont en train d'introduire des lois comme quoi les propriétaires ne seront plus propriétaires, ils seront seulement locataires du terrain, etc. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer en Europe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour me donner votre avis, poser vos questions, dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. N'hésitez pas également à m'ajouter sur Snapchat, c'est vraiment là que tout se passe au quotidien. Donc je vis à l'étranger depuis plus de 5 ans. J'ai une académie en ligne à vous proposer pour certains qui veulent franchir le cap et qui veulent s'expatrier et gagner leur vie sur Internet. Je vous apprends comment générer des revenus en ligne. Je vous apprends également comment ne pas payer d'impôts et comment vivre à 100% de vos revenus. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo.